Quand Hitler triomphe à l'été 1940, acclamé par les Allemands, son peuple le prend pour un génie infaillible, doté d'une intelligence hors du commun. Seulement, c'est une image créée de toutes pièces. Le mythe d'Hitler qui est vendu aux Allemands, c'est le Führer qui sait tout, qui travaille jour et nuit, dont la lumière dans le bureau ne s'éteint jamais. C'est l'exact contraire de la réalité. Hitler est un dilettante, ne travaille jamais vraiment. C'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'effort intellectuel à long terme et de longue haleine et qui est incapable de lire un dossier de plus de 20 pages. Hitler ne travaille pas. En fait, Hitler aime se retirer dans son refuge, comme un artiste qui plane au-dessus de la réalité. Une poignée de collaborateurs travaillent à sa place. Ils s'appellent Joseph Goebbels, Heinrich Himmler ou Albert Speer. Hitler a mis plus de 15 ans à les recruter. On dirait aujourd'hui que c'est un bon gestionnaire des ressources humaines. Il s'est très bien entouré en choisissant comme compagnons des gens qui lui apportaient à chaque fois quelque chose de supplémentaire. Qui sont ces hommes dans l'ombre d'Hitler? Quel est le rôle de chacun? Autour du Führer, il existe un vaste réseau de collaborateurs. Tout d'abord, il y a la garde rapprochée, les seuls qui ont un accès direct à lui. Parmi ses fidèles, s'est constitué un trio essentiel dont le premier personnage est Hermann Göring. C'est un ogre qui ne pense qu'à s'enrichir. Boulimique, opportuniste, drogué, il aime le luxe et les extravagances. Le deuxième, Joseph Goebbels, est un écrivain raté. Son handicap à la jambe le complexe. Il se venge par une haine radicale. Il ne vit qu'à travers son idole, Hitler. Le troisième, Heinrich Himmler, est un petit bourgeois, froid, borné, méticuleux. Un homme lisse qui deviendra l'assassin du siècle en organisant ce que les nazis appellent la solution finale. Le deuxième cercle est composé d'hommes plus jeunes et plus ambitieux qui rejoignent Hitler dans les années 30 quand il accède au pouvoir et distribue les ministères. Parmi eux, Albert Speer va se hisser au sommet. Sous les traits d'un architecte distingué, il est en fait un grand manipulateur qui partage les rêves mégalomanes d'Hitler, prêt à tout pour devenir son préféré. Enfin, en bas de l'échelle, il y a les exécutants sur le terrain, les fonctionnaires du Troisième Reich qui commettent les crimes et les atrocités. Comme Rudolf Höss, le commandant du camp d'Auschwitz-Birkenau, totalement froid et méprisant. Ce père de famille, installé avec sa femme et ses 5 enfants dans une maison en bordure du camp, organisera l'extermination de 1 100 000 personnes. À ses côtés, le docteur Joseph Mengele. Il est en charge d'expériences médicales. Il incarne la cruauté des nazis. Sans pitié pour ses victimes, ce médecin SS procède aux pires mutilations dans les camps, y compris sur des enfants. Sans eux, les pires crimes n'auraient pas été possibles. Pour plaire à Hitler, ils sont en compétition. Autour d'Hitler, ils se détestent tous. C'est même un mode de fonctionnement de cette petite communauté-là, encouragée d'ailleurs par Hitler, qui suscite les rivalités, la concurrence et l'émulation. Hitler, encore inconnu, va recruter ses complices au début des années 20, dans une Allemagne en plein trouble. Les vaincus de la Première Guerre mondiale n'ont plus qu'une armée réduite à 100 000 hommes. Alors partout, d'anciens soldats constituent encore des groupes de mercenaires. Le pays a peur de basculer dans la guerre civile. Dans ce cortège, un groupuscule du sud de l'Allemagne a choisi comme symbole la croix gammée. Il s'appelle le Parti national socialiste des travailleurs allemands, NSDAP.
Né à Munich, ce petit parti attire les ouvriers et les chômeurs. Au premier rang des spectateurs, Hitler, 30 ans, petit employé de l'armée, n'est pas encore son chef. Il n'est que son 55e adhérent. Cet ancien combattant de 14-18 a connu les combats sur le front au grade de simple caporal. Depuis la défaite, il ne pense plus qu'à venger l'Allemagne. Hitler s'impose rapidement comme le leader du petit parti en prenant la parole dans les brasseries de Munich. Il dénonce les humiliations infligées à son pays. Mais ses moyens sont encore très limités. Aménagé dans cette arrière-salle de brasserie, voici son premier bureau. Il écrit ses discours sur ce modeste coin de table. Pour avoir plus d'écho, il manque à Hitler des représentants plus prestigieux. À l'automne 1922, quand une personnalité vient l'écouter, il sent qu'il a trouvé un candidat idéal. Hitler était vraiment plein de joie parce que là, il a dit, bon, vous voyez, on a là quelqu'un fortuné, un héros de guerre. Ça, c'est de la propagande qu'il nous faut. Ça, c'est quelqu'un qu'il nous faut absolument avoir en tant que membre de notre parti. La nouvelle recrue a un certain panache. Hermann Göring, 27 ans, a été pilote de chasse pendant la Grande Guerre. En combat dans le ciel, il a abattu 21 avions. Hermann Göring a même été décoré pour sa bravoure de la Croix pour le Mérite, la plus haute distinction de l'armée. C'était pratiquement les seuls héros que la propagande allemande a mis en avant. On a fait des cartes postales et tout le monde en Allemagne avait plus ou moins connaissance des exploits de tel ou tel officier. Et c'est pour cela que Göring était quelqu'un qui était très connu, avec des décorations. C'est vraiment un personnage à ce moment-là. Après-guerre, comme l'aviation militaire allemande est dissoute, il est sans emploi. Mais aux yeux d'Hitler, Göring présente un autre intérêt. Il a des relations haut placées. Göring lui a apporté son prestige et son réseau social, considérable. L'as de l'aviation a épousé une femme fortunée. Karin von Fock est issue de la noblesse suédoise. Ils se sont rencontrés dans le château familial près de Stockholm. Le couple fréquente l'aristocratie et justement, Hitler a besoin de donateurs pour financer son petit mouvement. Dès son entrée dans le parti, Göring est immédiatement propulsé à la tête de la milice armée, appelée SA. Moins d'un an plus tard à Munich, le parti nazi veut prendre le pouvoir par un coup d'État. Pendant ce putsch de novembre 1923, une fusillade éclate entre les nazis et la police. On dénombre 16 morts. Pour les nazis, c'est un échec total. Hitler est enfermé 8 mois dans la prison-forteresse de Landsberg. Son parti est dissous. En cellule, il écrit « Mein Kampf ». En français, « Mon combat ». Gravement blessé par balle, Göring, lui, est en cavale. Il est interdit de territoire sur le sol allemand. Il doit être opéré et il est traité à la morphine pour atténuer sa douleur. Il devient dépendant à la drogue. Göring se réfugie à Stockholm, dans le pays de sa femme. Sans profession, sans avenir, il a des accès de violence. Ça lui donne une crise mentale et à partir du moment où il devient aussi un peu difficile à gérer, c'est sa femme qui à ce moment-là préfère de le mettre dans un asile pour le traiter. Göring fait plusieurs séjours dans cet hôpital psychiatrique des environs de Stockholm. Selon son dossier médical confidentiel, il a été admis pour une intoxication à la morphine. Göring est dépeint comme suicidaire, égocentrique. Il explique ses troubles psychiques parce qu'il se voit comme politiquement mort. Mais l'année suivante, il renaît de ses cendres.
Grâce à l'élection présidentielle de 1925, une amnistie vient d'être proclamée. Il est autorisé à rentrer en Allemagne. Sans son Führer, Göring n'est rien. Il espère reprendre sa place de chef dans le parti, mais le courant ne passe plus avec Hitler. Hitler, au début, n'était pas tellement chaud à revoir son ex-chef des SA, parce que maintenant, il dispose d'un autre chef des SA. Alors Göring rappelle à Hitler les services qu'il lui a rendus. Il a dit, moi, j'ai tout perdu, j'étais toujours votre plus fidèle collaborateur. Alors dans ce cas-là, c'est maintenant à vous de me montrer un petit peu votre reconnaissance. Hitler a besoin d'hommes dévoués, et il lui trouve une nouvelle place. Göring ne va plus se battre dans les rues, mais il doit conquérir les salons mondains. Il va lutter pour retrouver son rang. Il n'y parvient qu'en 1928, quand il entre au Reichstag, le Parlement allemand, élu parmi les 12 premiers députés nazis. En 1932, il devient même président de cette assemblée. Le deuxième complice qu'Hitler recrute voit sa carrière dans le nazisme s'envoler à l'âge de 29 ans. Hitler commence par confier à Joseph Goebbels une mission très délicate. Il l'envoie à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Avec ses 4 millions d'habitants, c'est à l'époque la plus grande métropole d'Europe. Elle se compose d'immenses faubourgs où s'entassent les ouvriers. On la surnomme Berlin-la-Rouge, parce que les communistes en ont fait leur bastion. Hitler lance un immense défi à ce petit homme boiteux. Faire des nazis la première force politique de Berlin. Et le Führer sait qu'il peut tout demander à Goebbels. C'est un homme en quête éperdue de reconnaissance, il est affamé de reconnaissance. Il la trouve en Hitler, qu'il considère comme étant un homme effectivement charismatique, intelligent, supérieur, et envers lequel il développe une relation quasiment amoureuse. Il se trouve dans une dépendance affective réelle à l'égard de Hitler, dont il quête la reconnaissance, les gestes amicaux, les mots aimables. Goebbels doit tout à Hitler, car jusqu'à leur rencontre, sa vie n'a été qu'une succession d'échecs. Atteint d'une maladie dans la petite enfance, Goebbels est handicapé à la jambe. Il en a honte. Pendant la Première Guerre mondiale, il a rêvé de devenir soldat. Pour expliquer son infirmité, il préfère mentir. Il masque son handicap en masquant l'origine, en disant « voilà, j'étais blessé pendant la Grande Guerre, je suis un héros de la Grande Guerre ». Or, il n'a pas combattu pendant la Grande Guerre, tout simplement parce qu'il n'a pas été enrôlé. Docteur en littérature de l'université, écrivain sans succès, il n'a pas trouvé d'emploi à la hauteur de ses ambitions. Goebbels a travaillé 9 mois comme petit employé de banque, avant de démissionner. Seul Hitler donne du sens à sa vie. Donc il n'est plus le petit employé de banque, il n'est plus le petit écrivaillon éconduit par les grands éditeurs. Il est maintenant le chef du parti nazi pour une zone qui est quand même importante, qui est celle de la capitale du Reich. À son arrivée à Berlin, le nouveau chef ne trouve qu'une centaine de membres actifs et de petits bureaux. Tout est à construire. Goebbels commence par créer un journal, l'Angriff, l'attaque en français. Et pour faire parler des nazis, il choisit une stratégie radicale, attiser la haine. Moins d'une semaine après son arrivée, Goebbels envoie ses gros bras défier les communistes dans leur quartier. De violentes bagarres éclatent. Des arrestations massives ont lieu. La police interdit le parti nazi dans la capitale du Reich. Mais peu importe pour Goebbels. Le mouvement se nourrit du scandale. Dans ce climat violent, la propagande nazie se trouve un martyr. En 1930, un jeune militant, Horst Wessel, a été poignardé à mort par un communiste. En présence d'Hitler et de Göring, ces funérailles en grande pompe donnent l'occasion d'une démonstration de force impressionnante pour les nazis. Et Goebbels ne cesse de jeter de l'huile sur le feu.
soll nun Wirklichkeit sein. Vor einem Sturm marschiert ein junger deutscher Arbeiter, aufrecht, stolz. Pour le récompenser, Hitler offre une promotion à Goebbels. Il le nomme chef de la propagande du parti. Le troisième homme de la garde rapprochée d'Hitler n'a pas le profil habituel des ouvriers et des chômeurs qui rejoignent le nazisme. Heinrich Himmler est un jeune bourgeois, obsédé par la supériorité de la race germanique. Au siège du parti, à Munich, dans ce film de propagande datant de 1929, Himmler est ce jeune homme à lunettes. Il apparaît encore comme un petit secrétaire subalterne aux ordres de son chef. Les autres ne perçoivent pas ses ambitions. Himmler est fils de bonne famille. Catholique, parfaitement intégré dans la société. Il est le fils d'un professeur de latin grec, devenu proviseur d'un des meilleurs lycées de la ville. Il ne manque de rien, mais très jeune, il adhère aux groupes racistes les plus radicaux. Catherine Himmler est la petite-fille d'Ernst, le plus jeune frère d'Heinrich Himmler. Cette politologue étudie l'histoire de sa famille. Les trois frères Himmler sont devenus des nazis virulents. Leur idéologie se rapprochait d'un sentiment de supériorité, le sentiment que le peuple allemand était au-dessus des autres. Ce discours raciste prône aussi un retour à la terre. Himmler devient ingénieur agronome. Avec sa femme Marga, ils achètent une petite ferme où ils veulent vivre en autarcie pour se protéger du monde extérieur qu'ils considèrent pourri. Aux côtés d'Hitler, Himmler se montre soumis, mais il a aussi une vraie influence sur lui. En réalité, on sait depuis qu'il a défendu ses propres convictions. Il obtenait souvent l'accord d'Hitler pour des idées qu'il avait eues lui-même. Himmler, le jeune bourgeois, croit aux idées nazies, mais il n'aime pas se mêler aux militants de base qui constituent le cœur du parti. Aux yeux de Himmler, ces gens sont, on pourrait dire, des imbéciles décérébrés. Hein. C'est l'équivalent d'un club de supporters comme la Lazio ou le PSG dans ses bonnes heures. En réaction, Himmler crée donc un club chic au sein du parti. Ces hommes en noir disciplinés formeront une élite sous son autorité. Le sigle de cette unité en allemand se compose de 2 lettres, les SS. Tous doivent être impérativement de pure origine germanique. Ils seront les plus fanatiques parmi les fanatiques. Quand ce soir de 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier d'Allemagne, une nouvelle fois, il ne veut pas travailler comme son rôle l'exigerait. Il n'aime pas du tout d'être obligé pratiquement de travailler tous les jours, de 9h à 17h. Pour lui, c'est impossible. Lorsqu'il a commencé, entre guillemets, sa carrière de chancelier, à partir de quelques jours, il a tout de suite insisté que ce n'est pas à lui de travailler. Une fois au pouvoir, le partage des rôles entre ses complices va faire des gagnants et des perdants. Goebbels ne devient pas tout de suite ministre. Quant à Göring, il triomphe. Hitler le fait entrer dans son premier gouvernement dès 1933. Et personne ne va accumuler autant de titres que lui. En 12 années de pouvoir, il suffit de voir la variété de ses uniformes. Président de Prusse, grand veneur du Reich, ministre de l'air, maréchal d'Empire. Une débauche de décoration qui déclenche la jalousie de son grand rival, Joseph Goebbels. Goebbels, au début, est assez sceptique sur le rôle de Göring. Il le décrit très bien comme étant
une insupportable baudruche, boursouflée, bouffie de fatuité, de vanité, un jouisseur vulgaire, un beauf en fait, un nouveau riche qui veut du clinquant, qui se pavane dans des uniformes ridicules, chamarré de médailles, de fourragères, enfin c'est un pantin à ses yeux. Seulement Göring est aussi un homme à poigne. Il installe la dictature dès 1933. Quand le Reichstag prend feu dans des conditions mystérieuses, Göring, le président de l'Assemblée, attribue l'incendie aux communistes et se fait menaçant. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen. Une vague de répression s'abat sur l'Allemagne. Plus de 3000 opposants au nazisme sont arrêtés sans jugement. Göring crée une nouvelle police politique, la Gestapo. Dès 1933, le premier camp de concentration ouvre à Dachau. Les opposants sont soumis aux travaux forcés. Göring gagne des points dans l'estime d'Hitler. Göring a à chaque fois la une lorsqu'Hitler cherche quelqu'un pour confier un travail difficile à un de ses collaborateurs. Mais Joseph Goebbels finit lui aussi par recevoir un poste taillé sur mesure, un grand ministère pour la propagande. L'écrivain frustré a maintenant le pouvoir de choisir les livres autorisés et d'interdire les autres. Les livres des écrivains juifs ou des auteurs jugés dégénérés sont brûlés dans de grandes cérémonies publiques. Comme ce soir de mai 1933, près de l'université de Berlin. Und deshalb tu dir gut daran, diese mitternächtige Stunde, den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. Il est aussi un antisémite fanatique. Quand les nazis arrivent au pouvoir, les juifs ne représentent en Allemagne que 0,8% de la population. Mais Goebbels imagine une façon de les persécuter. Des camions circulent dans les rues pour propager un message. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Les magasins tenus par des juifs sont pointés du doigt. Et les nazis dissuadent fermement les clients d'entrer. Goebbels veut maintenant imposer ses messages sur les ondes. Et pour que la propagande entre dans tous les foyers, il a même fait fabriquer exprès un poste de radio bon marché. Ce climat qu'il crée en Allemagne est particulièrement oppressant dans la famille de la jeune Margit, 5 ans, qui vit à Berlin. Son père est juif, libraire, et vend des livres interdits. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais l'atmosphère. On avait reçu de Goebbels ces postes de radio du peuple, et j'entendais toujours « Les Juifs sont notre malheur ». C'était la voix d'Hitler et celle de Goebbels, et moi je ne savais absolument pas ce qu'était un Juif. Joseph Goebbels surveille tout. Le théâtre, le cinéma, et il fait visionner les actualités par un comité de censure tout puissant. Goebbels orchestre aussi une mise en scène monumentale du régime. En coulisses, il règle les moindres détails. Tout au long des années 30, au cours d'immenses rassemblements filmés comme une superproduction hollywoodienne, Hitler est présenté au peuple comme le Messie.
La carrière de Joseph Goebbels est à son apogée, mais son caractère tourmenté va reprendre le dessus. Goebbels est tout à fait à son aise dans les situations de crise, dans les situations de détresse, de catastrophe. Là, il n'est pas à son aise. Il a besoin de bruit, de fureur. La tempête pour Goebbels va venir de sa vie privée. Il a épousé Magda en 1931, avec comme témoin de mariage Adolf Hitler. Leurs enfants sont utilisés au fil du temps par la propagande. Les Goebbels forment la famille modèle du régime. Lieber Papi, die Soldaten siehst du uns hier auch marschieren. Und du hast es schon erraten, wir sind da und gratulieren, weil du heute Geburtstag hast. Helmut! Les prénoms des 6 enfants commencent tous par la lettre H, en hommage à Hitler. Magda Goebbels, décorée par le régime, incarne la mère de famille nazie idéale. Et chaque année, une petite séquence est mise en scène pour célébrer l'anniversaire du père. Sag mal, lieber Papa. Sag mal schnell, lieber Papa. Lieber Papa! Lauter! Lieber Papa! Wir gratulieren dir herzlich zu deinem Geburtstag. Weil du meist fort in wichtigen Sachen und oft nicht weißt, was wir denn machen. Joseph Goebbels cultive cette image de bon père de famille. Comme ce soir de Noël 1936, où il se fait filmer en train de distribuer des cadeaux aux petits Allemands les plus modestes. Seulement, la réalité n'a rien à voir avec cette image parfaite. Goebbels est connu pour multiplier les aventures. Il a besoin de divertissement, il a besoin d'action, il a besoin d'événements. Comme il aime le cinéma, comme il s'y connaît très bien, comme il a une grande culture artistique, il participe. Une des manières de participer à la vie du cinéma, c'est de faire des castings et de dire « Ah bah, mademoiselle, passez donc prendre le thé ». Il est connu pour être, je cite son surnom dans le milieu cinématographique, le bouc de Babelsberg. Babelsberg, c'est le Hollywood allemand, c'est sur les studios près de Potsdam, le bouc de Babelsberg. En 1936, Goebbels noue une idylle amoureuse avec une starlette de 22 ans, Lida Barova. Hallo? Ja, Fred. Was? Wir reisen? Nein, heute schon. C'est un faux pas qui va avoir des répercussions sur la carrière de Goebbels. Pour mettre un terme à cette liaison scandaleuse, son épouse Magda, désespérée, menace de divorcer. Elle se confie à l'ami le plus proche du couple, Adolf Hitler. Hitler n'a pas de famille. La famille allemande, c'est celle de Joseph et Magda Goebbels. Donc quand cette famille commence à échouer, Hitler n'est pas content du tout, lui impose de rompre cette liaison-là et de cesser d'humilier Magda Goebbels, qu'Hitler aime, comme étant une femme allemande remarquable, une mère. Et Hitler est tellement furieux pour cette image, mais aussi pour Magda Goebbels, pour laquelle il a beaucoup d'affection, qu'il se détourne de Goebbels qui en souffre. Dans le réseau des collaborateurs d'Hitler, un nouveau venu va profiter de cette disgrâce et réussir une ascension exceptionnelle. Albert Speer part pourtant de loin parmi les hommes qui rejoignent le nazisme sur le tard. Sur ces images de 1935, on perçoit déjà leur complicité. Hitler dessine, à côté de lui, dans son costume impeccable, se tient Albert Speer, 27 ans, un jeune architecte qui n'a encore rien construit. Dans sa jeunesse, Hitler a lui-même dessiné ses croquis de bâtiments pharaoniques, tout en rêvant de les voir sortir de terre le jour où il arriverait au pouvoir. Hitler et Speer se connaissent seulement depuis 1 an, mais ils partagent une passion commune pour l'architecture. Hitler a vu à travers Speer pratiquement la vie dont il rêvait. Il a toujours dit qu'il voulait devenir lui-même architecte. Et Speer s'est adapté aux exigences d'Hitler. Leur projet était toujours gigantesque, mégalomane.
Hitler a remarqué Speer ce 1er mai 1933 sur l'aéroport de Berlin lors de la fête du travail qui réunit plus d'1 million de personnes. Une marée humaine. Hitler est fasciné par les festivités qui se terminent par un feu d'artifice grandiose, où son visage crépite au-dessus de l'Assemblée. L'organisation est signée par Albert Speer, ce grand bourgeois qui vient d'adhérer au parti nazi et à qui Goebbels a passé ses premières commandes. C'est Goebbels qui a présenté Speer à Hitler. Mais naturellement, avec le temps, est née une rivalité. Goebbels a toujours trouvé très important de faire partie de l'entourage d'Hitler. Et bien sûr, dans ce cas-là, Speer devenait un rival. Très vite, Speer occupe une place privilégiée auprès d'Hitler. Contrairement à Goebbels, il est l'invité permanent de son repère dans la montagne. Tous les deux apprécient le même style pompeux qui vient de l'Antiquité. Tout d'abord, Speer est l'architecte de l'immense champ de parade de Nuremberg, copié sur un temple dédié à Zeus. Pour les congrès du parti, cette esplanade peut accueillir plus de 340 000 personnes. Speer construit ensuite au pied de la Tour Eiffel le pavillon allemand, installé pour l'exposition de Paris en 1937. Cette même année, Hitler va lui passer la commande du siècle. Germania, la future capitale de son empire. Ce chantier démesuré doit durer jusqu'en 1950. Il s'agit de reconstruire Berlin. Le long d'une avenue de 5 km, appelée Avenue de la Victoire, les bâtiments de Germania seront les plus grands jamais conçus. Tout au bout, cette coupole réservée à la grande halle du peuple sera 16 fois plus grande que celle de Saint-Pierre de Rome, ce qui en ferait aujourd'hui encore le plus vaste bâtiment au monde. Pour les habitants de Berlin, cela sera un tremblement de terre. Ce sont 50 000 appartements qui devaient être rasés. Près de 200 000 Berlinois auraient eu besoin d'être relogés, alors qu'il y avait déjà un grand manque de logements. Et pour tester la rapidité de son architecte, Hitler va lui lancer un défi. Speer doit construire le premier bâtiment de Germania en seulement une année. « 8 000 ouvriers venus de toute l'Allemagne travaillent en même temps jour et nuit. Ils bâtissent la future chancellerie du Reich. Pour plaire à Hitler, Albert Speer livre le bâtiment 2 jours avant la date fixée. Hitler prend possession de son bâtiment, censé éblouir les ambassadeurs du monde entier. Sa chancellerie est d'un luxe tapageur, avec un hall de marbre. Un immense cabinet de travail pour Hitler. Et des galeries 2 fois plus grandes que celles du château de Versailles. Albert Speer a rattrapé tous ses concurrents dans l'estime d'Hitler. La proximité du pouvoir l'a fasciné. Il faut imaginer que Speer n'avait même pas 30 ans et il était déjà devenu un des conseillers les plus influents d'Hitler. Pendant ce temps-là, à Munich, un des complices historiques d'Hitler, Himmler, n'a pas reçu de ministère. Il est juste nommé chef de la police de Bavière. Prêt à tout, il va mener une épuration sanglante au sein du parti, connue sous le nom de Nuit des longs couteaux. C'est l'un des nombreux pas qu'il a accomplis vers le pouvoir. Hitler redoute alors la puissance d'un autre chef, Ernst Röhm. Très populaire, il dirige les SA, une puissante milice nazie reconnaissable à ses chemises brunes. Alors qu'il est sous ses ordres, Himmler supervise l'assassinat de Röhm et de tout son état-major.
Même au prix du sang. Si un camarade se trouve sur sa route, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il soit éliminé, même si cela représente un grand danger. Et Himmler sort grand vainqueur de ce bain de sang. Son organisation, la SS, l'Ordre Noir, n'a désormais plus de rival. Himmler va pouvoir en faire bien plus qu'une simple milice. Pour lui, la SS est un véritable projet politique dont il a réussi à convaincre Hitler aussi. Himmler voue un culte à la race germanique. Il se réfère à un roi mort au Moyen-Âge. Il va se recueillir sur sa tombe. Et il présente Hitler comme son successeur à travers l'histoire. Dass wir dem Mann, der nach 1000 Jahren König Heinrichs menschliches und politisches Erbe in nie dagewesener Größe wieder aufnahm, unserem Führer Adolf Hitler, für Deutschland, für Germanien. Himmler veut construire une société nouvelle, profondément raciste, où les Germains de pure race seront les seuls maîtres pour les siècles à venir. Et pour que le sang de la race supérieure se reproduise à grande échelle, Himmler fonde des maternités spéciales où les SS peuvent abandonner les nouveau-nés qui seront élevés par le régime. Ça fonctionne un petit peu comme la reproduction contrôlée des chevaux. Vous amenez vos pouliches dans les étables, il y a des étalons qui sont là, elles engrossent vos pouliches, etc., etc. Pour fonder la race supérieure, les nazis veulent aussi éliminer ce qu'ils appellent des vies sans valeur. Dès 1935, dans tous les cinémas, ces terribles films de propagande sont diffusés. Ils montrent les handicapés sous un jour effrayant. Le film insiste surtout sur les dépenses pour la société que représenteraient ces malades qui passent toute leur vie en hôpital. Cette femme, atteinte d'une maladie héréditaire, coûterait 153 000 marks par an à la communauté. Ses 3 frères et sœurs, 62 300 marks. Ses épileptiques, plus de 20 000 marks. Pour manipuler l'opinion, une estimation de plus de 1,2 milliard de marks correspondrait au coût financier de toutes les maladies héréditaires. Les nazis veulent justifier les crimes qu'ils préparent. Il faut d'abord séparer et empêcher ces vies sans valeur de nuire au peuple. Puis à partir de 1939, on commençait à se mettre en place de véritables programmes de mise à mort, notamment des handicapés physiques et mentaux. Himmler ne cesse de tout vouloir remodeler. Il veut aussi que ces SS aient leurs propres croyances. Des cérémonies étranges ont lieu dans les chapelles du château de Wewelsburg, le centre de formation des SS, avec ce soleil noir comme symbole occulte. Des baptêmes se déroulent selon les rites SS. Himmler lui-même célèbre des mariages. Les nazis veulent balayer toutes les croyances religieuses qui existent. Si les nazis avaient gagné, il y aurait eu un nouveau calendrier, il y aurait eu de nouvelles fêtes et de nouvelles liturgies, un nouveau baptême, une nouvelle fête qui n'aurait pas été celle de Noël. C'est aussi ça, l'utopie nazie. C'est une révolution aussi importante et si globale qu'elle devait tout changer. Tout, y compris la croyance, et y compris Dieu. Dans le secret, au milieu des années 30, Hitler va prendre une décision stratégique qu'il partage d'abord avec son bras droit. Hitler lui-même fixe un programme qui, en gros, dit qu'il faut que l'Allemagne soit prête pour entrer en guerre dans 4 ans. Et pour réaliser ce programme, il crée une nouvelle administration avec un chef du plan de 4 ans, c'est Hermann Göring. Du jour au lendemain, en 1936, Hermann Göring est propulsé à la tête de l'industrie allemande. Son enveloppe financière est illimitée. Ses commandes mobilisent plus de 228 usines. Une puissance de feu unique au monde à l'époque.
Les Allemands, privés d'armée depuis la défaite de la Première Guerre mondiale, préparent leur revanche. Meine lieben deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, meine lieben Kampfkameraden, was ist nun eigentlich der zweite Vierjahresplan? Ich könnte ihn zusammenfassen in einem einzigen fundamentalen Satz. Die Sicherung der deutschen Ehre und die Sicherung des deutschen Lebens. Ces nouvelles fonctions permettent aussi à Göring de s'enrichir. Pour ses anniversaires, par exemple, les industriels le couvrent de cadeaux. Il reçoit des pièces de collection, mais il a une prédilection pour les toiles de maître et les pierres précieuses. Le système corrompu qu'il met en place est bien organisé. Son bureau a envoyé des petites listes, comme des listes de mariage, aux différents représentants des entreprises en leur disant « Le maréchal aimerait bien avoir telle ou telle œuvre d'art ou tel objet en tant que cadeau. » Hermann Göring joue les empereurs romains. Il aime les excentricités, comme poser avec un lionceau. Ja, mein Cäsar, kommst du mich besuchen? Mutti, kommst du mich besuchen, ja? Komm. Ordentlich satt geworden, Cäsar. Los, schön, spring, hopp. So ist gut. Hitler désigne Göring comme son successeur. Depuis le décès de Karine, sa première femme morte d'un cancer, il manque aux Allemands une première dame. Alors son second mariage à Berlin est digne d'une tête couronnée. « 30 000 soldats jalonnent le parcours. Hitler, son témoin, a favorisé ces noces grandioses pour cacher sa propre vie privée. Emma et Hermann Göring incarnent maintenant le couple officiel du régime. Ils représentent de plus en plus le pouvoir nazi dans les grandes occasions, comme ici, lors d'une réception en l'honneur de Mussolini. Pour recevoir, Göring a fait aménager son immense domaine aux portes de Berlin. Des centaines d'œuvres d'art recouvrent les murs de ce palais. Il y avait aussi beaucoup de trophées de chasse. Dieter Wellershoff côtoie Göring plusieurs fois. Très jeune, il a été enrôlé dans les jeunesses hitlériennes et à l'âge de 17 ans, il a été pendant quelques mois soldat dans la propriété de Göring. Quand il nous passait en revue, Göring disait toujours « Une fois que je suis passé devant vous, vous pouvez vous relâcher ». Ce qui voulait dire qu'on n'était plus obligé de se tenir droit. Il fallait choisir un chemin sans flaque d'eau et sans boue pour que cet homme gros et lourd puisse marcher. Il était grotesque. S'il occupe le premier plan de la scène, Göring a bien du mal à contenir Hitler. Le Führer est maintenant prêt à déclencher la guerre. Hitler assiste régulièrement à des répétitions de combats. Malgré ses immenses exercices en grandeur nature, Göring a toutes les peines à freiner son impatience, car il sait que le plan pour préparer l'Allemagne à la guerre a pris du retard. Il explique à ce moment-là à Hitler, vous voyez, l'Allemagne n'est pas encore prête. Pourtant, avec une année d'avance sur le plan qu'il a lui-même fixé, Hitler ordonne de passer à l'attaque. Il vit dans un film, il vit dans une pièce de théâtre, il est lui-même acteur et sa guerre, à lui, ce sont des cartes déployées sur une gigantesque table, des drapeaux qui avancent et des pions qu'il déplace. Pour Hitler et ses complices, l'entrée dans la guerre en 1939 est d'une facilité déconcertante. L'armée allemande semble invincible. Au bout d'une seule année de combat, la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Belgique, la Hollande,
et la France sont envahis. La moitié de l'Europe s'effondre et le partage de l'Empire entre les complices d'Hitler va être sanglant. De Goebbels dépend telle administration, de Göring telle autre, de Himmler telle autre. Et on se rend compte que dans la politique de conquête, de colonisation, de prédation, de spoliation, il y a chevauchement des compétences. Et tout cela crée des frictions, des tensions. Le grand pillage commence. Göring fait de Paris son terrain de chasse. Il débarque dans une limousine décapotable, sillonne les rues et descend place Vendôme dans un palace, le Ritz. Göring est venu se servir dans les musées français. Matisse, Monet, Cézanne, il s'empare de centaines de tableaux pour compléter sa gigantesque collection. La même année, Hitler débarque aussi à Paris. Albert Speer, son architecte, est à ses côtés. Il lui promet de copier les plus beaux monuments de la capitale française pour leur futur Germania. Hitler a été très impressionné par Paris, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Il voulait bien évidemment reproduire tout cela à Berlin, mais dans des dimensions bien plus grandes. De retour à Berlin, le maréchal Göring triomphe aux premières loges. Il dirige les opérations militaires. Et pourtant, il cache la réalité à Hitler. C'est bien sûr, du point de vue public, un succès fulgurant. Du point de vue du chef de l'économie, c'est une catastrophe. Parce qu'après les quelques semaines de combat, l'Allemagne ne dispose plus de bombes, plus de munitions, ou très peu d'avions. Par peur de déplaire à Hitler, Göring ne dira rien. Vantard, il lui promet au contraire d'écraser l'Angleterre en seulement 3 semaines. Himmler, lui, s'est taillé un empire dans l'Est de l'Europe, où il supervise une politique ignoble d'extermination avec une froideur totale. Quand Hitler lui rend visite en Pologne, ses soldats SS mènent déjà leur grande guerre raciste. Himmler passe son temps à motiver ses troupes pour justifier les assassinats systématiques. Ce qu'il dit toujours à ses SS, c'est que c'est difficile à supporter, comme une épreuve, une tâche pénible qu'ils doivent effectuer. Mais il dit « Nous sommes moralement suffisamment forts ». Et il pense ça sur le mode sacrificiel. Il est en train de dire « Ah, je suis en train de sacrifier mon psychisme pour que mes enfants puissent vivre, etc. etc. » Il y a tout un discours derrière ça. À partir de 1939 en Pologne, puis à partir de 1941 en URSS, les nazis expérimentent des politiques d'assassinat et de déportation de masse. Sous les ordres d'Himmler, ils construisent leur espace vital, un empire colonial peuplé d'esclaves et débarrassé de ses juifs. Ce projet-là implique la mort de dizaines de millions de personnes par la faim. On est dans un imaginaire du laisser mourir. Parallèlement, en Ukraine, mais aussi dans les pays baltes, opèrent de petits groupes mobiles de tueurs SS appelés Einsatzgruppen. Ces atrocités se succèdent à un rythme effréné. Plus d'1 million de personnes seront exterminées par les fusillades. En août 1941, Himmler se rend à Minsk, en Biélorussie, pour évaluer en personne cette stratégie de mise à mort. Il inspecte d'abord les prisonniers soviétiques et assiste personnellement à ces exécutions par balles. Himmler, lors d'une visite à Minsk à l'été 1941, va être le témoin de l'exécution de 100 juifs. 100 juifs sont exécutés, à titre d'exemple pour montrer à Himmler comment ça se passe. Et Himmler va défaillir devant le spectacle. Et Himmler est l'un des pires antisémites du Troisième Reich, un antisémite convaincu, enragé. C'est pas par pitié pour les victimes juives, c'est juste que le spectacle, pour le tueur, ça engendre un traumatisme. Aussi insupportable que cela puisse paraître, Himmler, en tant que grand chef des SS, ne s'inquiète que des traumatismes psychologiques pour ces hommes. Vous avez des hommes qui ne sont pas des tueurs nés. Et donc, il y a des différents pas à leur faire accepter avant qu'ils se mettent à tuer. À la suite de la tuerie à Minsk, Himmler va demander à ces hommes à Berlin de trouver la méthode pour épargner les tueurs. En 1941,
différentes méthodes d'assassinat de masse cohabitent. Mais à la fin de l'année, un ordre venu d'Hitler en personne va unifier les procédures. Il exige l'extermination de tous les Juifs d'Europe. 3 ans plus tôt, Hitler avait prévenu, si la guerre devenait mondiale, il mettrait sa menace à exécution. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Et c'est l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941 qui motive finalement sa décision. La solution finale, elle est décidée par Hitler. À ce moment-là, les exécutions massives ont lieu. Dans cette année-là, il y a pratiquement 4 millions de Juifs qui ont été exterminés. Pour Himmler, il ne sera pas envisageable d'assassiner des millions de personnes par les fusillades de masse. Et c'est pour cette raison que le gazage va être vu comme un recours efficient pour protéger les tueurs. Le gazage n'est pas introduit pour tuer plus de gens. En revanche, les chambres à gaz ont un mérite majeur, c'est d'épargner les tueurs. Il n'y a plus de contact avec les victimes, on ne voit même plus les gens mourir. On ramasse les corps à la fin. Himmler décide alors de concentrer sur un lieu unique toutes ces nouvelles politiques d'extermination. Un lieu gigantesque qui va devenir le plus grand des camps de concentration et des centres de mise à mort. Un lieu vers lequel vont être déportées 1 300 000 personnes. Il faut que ça soit un lieu qui soit central dans l'Empire nazi. 2, il faut que ça soit bien relié à toutes les parties de l'Europe. Et 3, qu'il soit doté d'une filière de mise à mort qui soit extrêmement rapide et efficace. Le véritable nœud ferroviaire et central de l'Empire nazi qui va être choisi, c'est Auschwitz. Himmler confie Auschwitz à un fonctionnaire de terrain, un des pires spécialistes des camps. Il s'appelle Rudolf Höss. Il devient, à l'âge de 40 ans, directeur de l'un des plus vastes projets du Troisième Reich. Ces images d'Auschwitz que nous connaissons sont celles de la libération du camp en 1945 par les soldats soviétiques. Pour diriger ce vaste complexe, le plus grand camp de l'Empire nazi, Heinrich Himmler avait le choix entre plusieurs responsables. Mais il a choisi Rudolf Höss, un homme qui a un passé de meurtrier. En 1923, Höss assassine un homme, un communiste, qui a été détenu en prison pendant 5 ans. À sa sortie de prison, Himmler l'a pris sous son aile et a fini par lui trouver une nouvelle profession. Au début des années 30, Himmler est allé voir mon grand-père et lui a suggéré d'intégrer la SS. Rainer Höss est le petit-fils du commandant d'Auschwitz. Son père, Hans, est le plus jeune fils de Rudolf Höss. Il a d'abord eu un poste au camp de Dachau. Il est resté là-bas 4 ans. Puis il est devenu chef de la détention, puis directeur adjoint du camp de Sachsenhausen. Et en 1940, grâce à Himmler, il a été nommé directement commandant d'Auschwitz. Quand il arrive dans la localité d'Auschwitz en 1940 pour installer un camp, Höss ne découvre qu'une petite ville de 15 000 habitants, ainsi qu'une ancienne caserne de l'armée polonaise, où il établit le premier lieu de détention, Auschwitz I. Et il repère aussi une villa qui jouxte le camp. Höss s'empare de cette maison, dont les propriétaires polonais sont expropriés. Au 2e étage, depuis la fenêtre de son bureau, cette vue plongeante sur le crématorium ne le gêne pas. Le commandant s'installe dans la villa avec sa femme Edwige et leurs 5 enfants. La famille ne pense qu'à son ascension sociale. Ces photos de l'album familial en attestent. Leur nouveau cadre de vie assure un confort inespéré. À 70 mètres des fours crématoires, le jardin entouré d'un grand mur devient le terrain de jeu favori des enfants.
C'était si grand qu'ils pouvaient faire du vélo à l'intérieur. Aujourd'hui, on dirait qu'à cette époque, mes grands-parents sont passés de l'état d'anonyme à celui de VIP. Grâce au camp de concentration, les Eus mènent une vie confortable, avec une main-d'œuvre réduite en esclavage. Il a un détenu qui sert de jardinier, des détenus qui servent de serviteurs à l'intérieur de la maison, qui s'occupent éventuellement des enfants au besoin. Il y a tout pour bénéficier, en tout cas, d'un embourgeoisement à Auschwitz. Mon grand-père écrit dans ses mémoires, c'était le paradis. Comme tous les responsables SS, Eus est constamment motivé par Himmler, dont les arguments n'ont été enregistrés qu'une seule fois, pour un usage interne. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben. Und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Dès 1941, Himmler ordonne à Eus qu'Auschwitz passe à l'échelle industrielle pour recevoir de plus en plus de convois. Les bâtiments en briques rouges de l'ancienne caserne ne suffisent plus. À 3 km de ce premier site, débute alors la construction de Birkenau, un gigantesque camp de concentration, mais aussi un centre de mise à mort où, dès leur arrivée, les déportés sont envoyés directement dans les chambres à gaz. Eus utilise aussi les prisonniers pour alimenter en main-d'œuvre tout un complexe industriel. Une grande usine chimique s'installe. À la pointe de la technologie de l'époque, elle fabrique notamment du caoutchouc pour les pneus. L'ensemble à Auschwitz, c'est-à-dire les camps, la ville, les usines, c'est un chantier permanent et incessant de 1940 à quasiment 1945, à la fin de la guerre. Auschwitz ne cesse de se diversifier. Après cette immense usine, Eus développe un grand projet agricole avec Himmler. Partage ça avec Heinrich Himmler, qui a fait, à partir de 1918, des études d'agronomie. Et donc, ils ont une passion commune. Eus supervise l'implantation de ces serres pour faire des recherches sur de nouvelles plantes. À partir de 1943, le camp de Birkenau devient immense. Le nouveau pôle agricole s'établit dans un petit hameau, Reiskow. Pendant la guerre, Auschwitz devient une ville modèle pour les nazis. La population est multipliée par 4. Au sein du camp, aux côtés de Rudolf Höss, un autre grand criminel nazi profite aussi des convois qui arrivent à Auschwitz. Fils de riches industriels, le docteur Joseph Mengele mène des expériences médicales. Mengele mène des recherches officielles, dans un cadre officiel, le camp de concentration, mené d'une manière, comme à la boucherie. Dans les services médicaux des camps et les académies de médecine, les docteurs nazis procèdent à d'atroces mutilations, notamment sur les corps des déportés juifs et tziganes. Des médecins à qui on a donné tout pouvoir sur des individus qui sont plus relégués au rang d'êtres humains, mais au rang de matériaux humains, sur lequel on va procéder à toutes les recherches qu'on estime nécessaires pour faire progresser la médecine dans tel ou tel rayon. Les expériences du docteur Mengele nécessitent, elles, des enfants. Dans cette colonne de petits rescapés, filmée ici en 1945, au premier rang, 2 petites sœurs jumelles se donnent la main. Juives de Hongrie, elles s'appellent Myriam et Eva, 11 ans à l'époque. Nous étions de petits enfants, des petites filles, âgées de 2 à 16 ans, affamées. Nous n'avions aucun droit, mais la féroce détermination de vivre un jour de plus. Lorsqu'elle débarque sur le quai d'Auschwitz-Birkenau en 1944 avec les 5 membres de sa famille, Eva doit, dès la descente du train, subir la sélection opérée par les SS, qui reçoivent les convois et travaillent pour Mengele.
Un nazi courait et cria en allemand « Jumeaux, jumeaux !» Il a remarqué que nous étions habillés pareil, Myriam et moi. Il demanda à ma mère si nous étions jumelles. Et ma mère répondit « Est-ce que c'est bon pour elle ?» Le nazi dit oui. Aussitôt, un autre nazi poussa ma mère dans une direction et nous dans l'autre. Elle pleurait et nous pleurions. Dépouillés de leurs affaires, 4 membres de sa famille sont envoyés à la chambre à gaz. Si Eva et sa sœur survivent, c'est pour être utilisées par les expériences du docteur Mengele. Chaque jour, elles sont conduites au service médical du camp qu'il dirige. Il me prenait un peu de sang dans le bras gauche et il me faisait au minimum 5 injections par jour dans le bras droit. Ce qu'il y avait dans ces injections, on ne le savait pas à l'époque. Et malheureusement, je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Ces injections rendent Eva gravement malade et occasionnent une très forte fièvre. Le lendemain, le docteur Mengele est venu avec 4 autres médecins. Il ne m'a pas examinée, il a juste regardé ma courbe de température et il a déclaré en riant sur un ton sarcastique « Dommage, elle est si jeune et elle n'a plus que 2 semaines à vivre. » Ces expériences de Mengele sur les jumeaux, des actes de torture, jouent un rôle stratégique pour les nazis. Au cœur même de l'idéologie nazie, il y a cette idée que le sang arien est rare et tout doit être fait pour promouvoir la reproduction et permettre la croissance de la population aryenne. Et donc, il faut essayer de trouver une méthode qui permette des naissances de jumeaux ou de triplés. Ils essayaient d'accoupler entre eux les jumeaux en âge de se reproduire pour voir si la fille tombait enceinte et si elle allait avoir des jumeaux à son tour. Ils voulaient accroître la race aryenne. Eva et sa sœur survivent, atteintes à jamais de graves déficiences physiques. 1 100 000 personnes périssent à Auschwitz. Mais à partir de la fin 1941, Hitler et ses complices connaissent leur premier revers. Göring considère que mener la guerre en même temps à l'ouest et à l'est de l'Europe est une folie. Mais encore une fois, il n'affronte pas Hitler. Göring, au début, était très sceptique en ce qui concerne une offensive vers l'Est. Et là, il se rend très vite compte qu'apparemment, Hitler a pris sa décision. Et ça, c'est la règle pour Göring. Si Hitler a pris une décision, c'est à lui d'obéir aux ordres. Mais c'est Göring qui avait raison. Face à l'URSS, l'armée allemande n'avait pas pris la mesure de l'hiver glacial. Les troupes s'épuisent. Devant Stalingrad, les pertes sont énormes. À cette époque, le jeune Dieter est passé des jeunesses hitlériennes au front russe, où il combat dans la division Hermann Göring. Le jeune soldat n'a que 17 ans. Ce que j'ai appris des adultes qui étaient là, c'est que Göring avait un avis différent d'Hitler. Il ne voulait pas la guerre. Et lors d'une conversation avec Hitler, Göring a dit « Nous ne voulons pas jouer à un jeu de hasard ». Hitler a répondu « Je n'ai toujours joué qu'au jeu de hasard ». Engagés dans de multiples combats, les Allemands manquent de l'armement nécessaire. Mais Hitler ne veut rien entendre. Il cherche dans sa garde rapprochée un complice capable de lui promettre un miracle. Göring, qui a déjà dirigé l'industrie de l'armement, se porte candidat. Hitler lui préfère un collaborateur plus motivé. Il choisit son architecte, Albert Speer. Hitler lui a dit « Vous devez devenir ministre de l'armement ». Speer a dit qu'il n'avait aucune formation dans ce domaine. Hitler a insisté en disant « Vous allez le faire ». Donc, il a accepté cette mission. Sans Speer, la guerre n'aurait pas duré aussi longtemps. Der Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion und Chef der OT, Albert Speer, in einem Rüstungsgroßbetrieb, dankte Ihnen für Ihren tatkräftigen Einsatz, durch den das Wunder der Rüstungssteigerung ermöglicht wurde.
Hitler lui a demandé de doubler les cadences de production. Mais dès le début pour Speer, le problème semble compliqué. Les hommes sont envoyés au front, les femmes les ont remplacés dans les usines d'armement. La propagande les a même encouragés à abandonner leurs emplois précédents. Diese Arbeiterin war kürzlich noch als Modistin in einem Modesalon. Diese Verkäuferin in einem Luxuswarengeschäft. Und diese hier verkaufte Parfümerie. Mais c'est encore insuffisant pour atteindre les objectifs exorbitants dictés par Hitler. De surcroît, Speer est chargé de superviser la mise au point d'armes secrètes qui doivent inverser le cours de la guerre. Notamment les missiles V1 et V2 qui sont testés depuis plus de 5 ans. Ces premiers missiles balistiques de l'histoire seraient capables de frapper l'Angleterre. Contre toute attente, Speer réussit le miracle. Alors que le pays subit des bombardements au cours de l'année 1943, comme ici à Hambourg, il parvient à doubler la production de l'armement. Les canons et les tanks sont assemblés à la chaîne dans d'immenses usines où les ouvriers travaillent plus de 70 heures par semaine. Mais son miracle a aussi une face cachée. En raison des bombardements alliés, les centres-villes étaient détruits et certains sites industriels également. C'est à ce moment-là qu'est venue l'idée d'installer la production sous terre. Au centre de l'Allemagne, dans une région de forêt à 150 km d'Hanovre, un projet tentaculaire va être enfoui sous cette colline. Les nazis imaginent un réseau de galeries de plus de 12 km qui traverse de part en part toute la montagne de Mittelbau-Dora. On y pénètre par cette vaste entrée, haute de 7 mètres. L'ancienne mine se présente comme une interminable succession de tunnels. Ce labyrinthe comprend 45 travées. C'est la plus grande usine souterraine du monde, où les ouvriers assemblent les fameux missiles V2. Mais c'est aussi le cœur du système organisé par Albert Speer. Des milliers de déportés venus des camps de concentration y sont enfermés nuit et jour pour travailler comme des esclaves. Sur les 60 000 prisonniers du tunnel, 20 000 y laisseront la vie, dont plus de 2 000 Français. Albert Speer dira toujours ne rien savoir de ces conditions de vie barbares qui rendent possible son miracle. Hitler le considère comme un génie de l'organisation. Il le décore. L'ambition de Speer irrite ses rivaux. Speer a réussi à instrumentaliser le système des camps pour l'industrie de l'armement. On sait qu'en dehors d'Hitler, Himmler craignait particulièrement un rival. Il s'agissait de Speer, parce qu'il arrivait toujours à s'imposer auprès d'Hitler. Le miracle de Speer ne suffit pas. Les nouvelles qui arrivent du front russe sont de plus en plus catastrophiques pour les Allemands. 200 000 soldats sont faits prisonniers. Göring porte maintenant physiquement le poids de la défaite. Sa consommation de drogue augmente en flèche. Bouffi, les yeux vitreux. Il pèse plus de 120 kilos. Il se sent inutile. C'est une crise personnelle. Et cette crise, il essaye de se calmer en prenant des médicaments à base des morphines ou d'autres choses. C'est à ce moment-là qu'on se moque de plus en plus de lui. Et c'est aussi non seulement le public allemand, mais c'est aussi Hitler qui devient de plus en plus critique. Pourtant, sur le front de l'Est, lorsque le maréchal Göring inspecte la Panzer Division, baptisée de son nom, tous les soldats doivent encore faire semblant de croire à la victoire. Parmi les combattants de cette unité se trouve le jeune Dieter. On savait entre nous que la guerre était perdue. Mais on pouvait juste le penser, on ne pouvait pas le dire ouvertement. Si quelqu'un disait « la guerre est perdue, tout est fini », il aurait été fusillé.
Pour freiner cette démotivation, Hitler a besoin d'un collaborateur capable d'enrôler les Allemands derrière lui. C'est l'heure pour le plus fanatique de ses complices de revenir en pleine lumière. Palais des Sports de Berlin, le 18 février 1943, Goebbels orchestre une opération de communication. Il a réuni une foule de nazis convaincus, mais aussi des blessés qui rentrent du front. Il a soigneusement choisi ses 14 000 spectateurs. Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Il crée un climat d'hystérie en Allemagne. Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns überhaupt erst vorstellen können? Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? Ce soir-là, Goebbels, en transe, va accomplir ce qu'il considère comme la performance la plus réussie de sa carrière. L'Allemagne doit se sacrifier jusqu'au dernier. L'Allemagne ne capitulera jamais. Goebbels est suffisamment intelligent pour se rendre compte que la situation est difficile, peut-être désespérée. Si la victoire est possible, ce sera grâce à l'énergie, à la volonté, au sens du sacrifice. Si la défaite est inéluctable, eh bien, les nazis disparaîtront avec un tel vacarme, un tel fracas, une telle apocalypse, que du moins, ils s'immortaliseront par leur sacrifice. Son éternel rival Göring est enfin disgracié. Il revient au premier plan. Goebbels se déploie alors une énergie hors du commun. Il visite les sinistrés des villes bombardées, écoute les plaintes, remet des médailles et court les soupes populaires. Il va revenir pleinement au premier plan, comme une sorte de vice-Hitler, au fond, de deuxième Hitler, au bénéfice de la catastrophe. Goebbels élargit aussi l'âge de la mobilisation pour tous les Allemands. Les hommes sont désormais enrôlés jusqu'à 60 ans. Et l'âge des plus jeunes est abaissé à seulement 16 ans. Dans la mesure où les Alliés approchent, j'ai décidé de m'engager. Les nouvelles recrues partent au front dans leurs habits de tous les jours, avec les armes qu'ils ont sous la main. Goebbels a donné un nom à l'opération « Tempête du peuple ». Mais dans Berlin en ruine, où les habitants sont réduits pour manger à fouiller dans les ordures, une nouvelle de plus va ébranler le moral des nazis. En Normandie, les Alliés viennent de débarquer. De jour en jour, l'effondrement du Reich se profile. La petite Margit vit cachée à Berlin. Pour fuir les nazis, son père juif s'est exilé en Chine. Et depuis sa cachette, en juillet 1944, la petite fille reprend espoir en entendant une nouvelle à la radio. Mon Dieu, mais le 20 juillet 1944, c'était l'attentat contre Hitler. Et vous savez ce que j'ai entendu en premier à la radio? C'était la voix d'Hitler qui disait « La Providence m'a sauvé » et elle l'avait sauvé. Dans cette pièce entièrement dévastée de son quartier général, Hitler a survécu miraculeusement à un attentat à la bombe. Autour de lui, on a compté 4 morts et 9 blessés graves auxquels il rend visite à l'hôpital. L'attentat a été organisé par des hauts gradés
qui voulait négocier avec les Alliés la capitulation de l'Allemagne. Ce complot contre Hitler déclenche des milliers d'arrestations, de tortures et d'assassinats. Speer, Himmler, Göring, Goebbels savent maintenant tous ce qu'ils risquent s'ils le trahissent. Mais ils vont faire des choix très différents. Ces complices sont tous censés suivre leur fureur jusque dans le sacrifice de leur vie. Ils sont maintenant piégés par Hitler, qui a perdu sa lucidité. En mars 1945, il marche au ralenti. Sur ces images de propagande, il s'assoit face à une carte et face à des généraux tétanisés qui n'osent pas évoquer la défaite. Il les domine, il leur cloue le bec, il les rabroue, il leur hurle dessus. Mais en printemps 1945, il déplace des petits drapeaux et des pions qui n'existent plus. Ce 20 avril 1945, le jour du 56e anniversaire d'Hitler, c'est la dernière fois qu'ils sont filmés ensemble. Göring et Himmler paradent, apparemment tout sourire, mais ce n'est plus qu'une illusion. Quelques heures plus tard, ils abandonnent précipitamment Hitler. Göring apprend qu'Hitler prend la décision de ne pas quitter Berlin. Göring s'en va pour le sud de l'Allemagne, il s'enfuit. Car à ce moment-là, rester à Berlin équivaut à mourir. Les soldats soviétiques écrasent la ville sous les bombes. Dans un bunker sous la chancellerie monumentale, des trois principaux complices, seul Goebbels reste terré avec Hitler. Si ça mène au suicide, à la mort, à la défaite, ce n'est pas grave, parce que le docteur Goebbels, propagandiste en chef, aura travaillé à la mise en scène de cette mort, de telle sorte que pour les siècles des siècles, le mythe de cette mort, de ce sacrifice, de cette disparition résonnera. Alors que l'Empire s'effondre, Joseph Goebbels, le fanatique, adresse aux Allemands le 21 avril un dernier message radio. Die Stunde eurer Bewährung ist da. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Alors que la ville est aux mains des Soviétiques, le 30 avril 1945 à 15h, Hitler se suicide. Selon ses dernières volontés, il désigne Joseph Goebbels comme son successeur officiel. Mais Goebbels n'est chancelier que quelques heures. Quand les Soviétiques arrivent dans les jardins de la chancellerie, ils découvrent les corps calcinés de Joseph et Magda Goebbels avec les cadavres de leurs 6 enfants qu'ils ont empoisonnés avant de se suicider. Avec Magda Goebbels, son épouse, ils sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de monde possible sans le nazisme. Donc ils assassinent leurs enfants, ils éteignent la génération d'après. C'est fini. Partout en Allemagne, les Alliés découvrent la même scène. Des milliers de nazis anonymes ne veulent pas se rendre et se suicident en famille. Contrairement à Goebbels, Himmler et Göring, eux, sont prêts à négocier. Himmler et Göring restent des politiques jusqu'au bout. C'est-à-dire des gens qui laissent toutes les options ouvertes, qui calculent et qui veulent survivre. Hermann Göring s'est réfugié dans sa résidence à la frontière de l'Allemagne et de l'Autriche. Avant sa mort, Hitler l'a limogé. Le Führer l'avait désigné comme son successeur. Alors, le 23 avril 1945, Göring lui avait envoyé ce télégramme classé confidentiel où il s'était proposé de le remplacer. Si des négociations s'avèrent nécessaires, je serai en meilleure position que vous à Berlin. Là, il demande à Hitler, si vous êtes plus capable de prendre des décisions, c'est maintenant à moi de prendre vos fonctions. Hitler a considéré ce télégramme comme une grave trahison. Et c'est pour cela que Göring est destitué de toutes ses fonctions. Finalement, en mai 1945, Göring se rend aux Américains. Sa femme et sa fille sont placées sous bonne garde.
Göring est encore persuadé qu'il va pouvoir négocier une reddition avec les honneurs. Il est maréchal, le plus haut grade militaire, mais on lui annonce qu'il va être traité comme un criminel. Il comprend d'un minute à l'autre qu'il n'a aucune chance de négocier quoi que ce soit, parce que c'est une capitulation sans condition que les Alliés ont demandé depuis des années. Hitler a aussi été trahi par son fidèle Heinrich Himmler. Le chef des SS est en fuite. Depuis le mois de février 1945, pour sauver sa tête, Himmler est entré secrètement en contact avec les Alliés pour négocier la capitulation. Il a même autorisé ses bus blancs de la Croix-Rouge à sauver plus de 13 000 prisonniers qu'il a fait libérer des camps. Himmler a joué un double jeu à la fin de la guerre, quand il a mené des négociations dans le dos d'Hitler avec les Alliés. On remarque sa déconnexion de la réalité. Il a vraiment cru que les Alliés étaient prêts à l'accepter en position de force. Quand il comprend qu'il n'est pas crédible, Himmler se cache parmi de simples soldats allemands faits prisonniers. Il veut se noyer dans la masse, déguisé sous une fausse identité. Il est finalement reconnu près d'Hambourg, et au moment où il est fouillé dans cette maison par un médecin anglais, Himmler croque une capsule de cyanure, le poison qu'il gardait caché dans la bouche. Il meurt immédiatement. L'assassin du siècle ne rendra jamais de compte. Il a voulu échapper à ses responsabilités, pas seulement en fuyant, mais également en se suicidant pour ne pas comparaître devant un juge. Le même jour, à Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, les derniers responsables nazis sont arrêtés. Parmi eux figure le protégé d'Hitler, Albert Speer, l'architecte et ministre de l'armement. À l'été 1945, parmi les complices de la garde rapprochée d'Hitler, seuls Göring et Speer sont encore en vie. En bas de l'échelle, Heuss a aussi survécu. Ils vont répondre de leurs crimes face au juge. Ils pensent encore s'en sortir vivants. À Nuremberg, ce 20 novembre 1945, s'ouvre le procès du siècle. Ces magistrats américains, anglais, russes et français doivent juger les 24 plus grands criminels nazis encore en vie. Tous risquent la peine de mort. Et pour la première fois de l'histoire, ils devront répondre d'un nouveau crime, le crime contre l'humanité. L'accusé numéro 1 est Hermann Göring. Aminci, guéri de sa dépendance à la drogue, il se sent particulièrement combatif. Il était vraiment en pleine forme à ce moment-là. Il a vraiment pris ce procès comme un combat. Hermann Wilhelm Göring. Dès l'ouverture du procès, Göring veut s'imposer. Selon la procédure américaine, les accusés doivent juste plaider coupable ou non coupable. Mais lui a préparé une longue tirade. Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Le président le rappelle à l'ordre. I informed the court that defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Après lui, tous les accusés plaideront non coupables à leur tour. Ich bekenne mich nicht schuldig. Nicht schuldig. Nein. Pendant le procès, Göring occupe le centre de l'attention. Il pense encore échapper à la peine de mort par sa stratégie. Il veut défendre le projet d'Hitler pour l'Allemagne. Son idée, c'était pratiquement vraiment à ce moment-là de justifier son fureur. Mais les juges ont prévu un électrochoc. Les criminels nazis doivent être confrontés en plein tribunal aux images insoutenables filmées à la libération des camps. Des images tournées par les Américains et les Russes pour témoigner à jamais des atrocités organisées par les accusés.
Pendant la projection, Göring détourne le regard. Il comprend que sa défense s'écroule. Vu les images sur l'écran, il avait très peu de chances de réussir avec son idée d'expliquer et de justifier ce qui s'est passé pendant 12 ans en Allemagne. Le témoignage glaçant de Rudolf Höss, le commandant du camp d'Auschwitz, va encore accabler les accusés. Die Häftlinge wurden zwar streng behandelt, aber an eine methodische. Jusqu'au bout, ils défendent le régime nazi. Mais à Nuremberg, un seul va renier ses convictions et prétendre ne rien savoir de l'Holocauste. C'est pourtant un des plus proches d'Hitler, Albert Speer, l'architecte. Und der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Il prétend qu'il aurait toujours pris ses distances par rapport à Hitler. Il aurait même envisagé de l'assassiner. Bien sûr, c'était grotesque. Le 1er octobre 1946, après 10 mois de procès à Nuremberg, le verdict tombe. Defendant Hermann Wilhelm Göring, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. 12 accusés sont condamnés à mort par pendaison. La stratégie de Speer a payé. Il n'est condamné qu'à 20 ans de prison. Göring ne veut pas être pendu comme un simple délinquant, mais mourir comme un soldat, fusillé par un peloton d'exécution. Le tribunal lui refuse. Alors, ultime provocation, quelques heures avant l'exécution de la sentence, avec la complicité d'un de ses gardiens américains, Göring se procure une capsule de poison et se suicide dans sa cellule, persuadé encore de laisser son empreinte dans l'histoire. Il a expliqué que maintenant, on va me condamner, mais dans une 50aine d'années, vous allez voir, on va avoir des petites statuettes de Hermann Göring dans tous les appartements des Allemands. Les responsables d'Auschwitz, eux, sont livrés à la justice polonaise, car les atrocités se sont produites sur son sol. Parmi eux, Rudolf Höss, le directeur du camp. Il est jugé à Varsovie et condamné, pour l'exemple, à être pendu dans le camp, sur le lieu de ses crimes. C'est effrayant de voir la froideur de ses sentiments. Il n'exprime pas vraiment de regret au sujet de ces assassinats. Pour lui, il ne faisait qu'obéir aux ordres. Les années passent. Dans la garde rapprochée d'Hitler, un seul est resté vivant et va devenir maître dans l'art du mensonge. Quand il sort de la prison de Spandau, dans la banlieue de Berlin en 1966, Albert Speer n'a que 61 ans. L'architecte et ministre d'Hitler attire les médias du monde entier. Après 20 ans de détention, il est le seul à pouvoir raconter de l'intérieur le fonctionnement du pouvoir sous Hitler. Lorsque Speer est sorti de prison, il avait déjà signé un contrat très lucratif pour écrire ses mémoires. Depuis 2 ans, Albert Speer est devenu un auteur à succès. Ses mémoires écrits en prison sont traduits en 14 langues et se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. C'est une star. Speer est interviewé sur tous les plateaux de télévision du monde entier. Pourquoi est-ce que Hitler, lui, a fait de vous un de ses amis? Hitler n'a jamais eu des amis. Et je disais au procès de Nuremberg que si Hitler aurait eu des amis, j'étais un de ses amis. Peut-être que je réalise son rêve de sa jeunesse. Il continue à se présenter comme un architecte qui n'a pas eu connaissance des pires crimes du régime. D'après ses affirmations, il n'a rien su de l'extermination des Juifs. Mais dans les années 70, Speer est peu à peu rattrapé par des révélations sur son implication dans l'Holocauste. Notamment, on sait, grâce à cette photo, qu'il a visité en 1943 le camp de Mauthausen,
où plus de 200 000 personnes sont mortes, et qu'il a entendu Himmler évoquer l'extermination des Juifs. Si on avait su tout ce qu'on sait aujourd'hui, il aurait été condamné à mort à Nuremberg. C'était une personnalité très dangereuse. Sous un masque bourgeois, il cachait sa vraie nature de politicien glacial. Albert Speer échappera jusqu'au bout à la vérité. Le dernier proche d'Hitler meurt dans son lit d'une crise cardiaque en 1981. Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz, surnommé l'ange de la mort, meurt en 1979 au Brésil, sans jamais avoir été rattrapé par la justice. Aucun de ces grands criminels qui ont tant travaillé à la place d'Hitler n'a aujourd'hui de tombe. Leurs cendres ont été éparpillées ou leurs dépouilles enterrées anonymement pour éviter tout rassemblement de nostalgiques. Leurs traces disparaissent peu à peu. Au bout de ce chemin perdu dans la forêt, sans indication, ces ruines laissées à l'abandon sont celles de la maison préférée d'Adolf Hitler, où tous ses complices se rencontraient.